Bonsoir, actualité très sportive ce soir avec l'arrivée du Tour de France, le Grand Prix d'Allemagne de Formule 1 et puis aussi la reprise des feux dans le département du Var. Actualité commentée ce soir par notre grand témoin, Michel Creton, comédien. Il se bat aussi en faveur des handicapés. Nous y reviendrons dans quelques instants. Mais d'abord, le triomphe d'un homme, Miguel Indurain, vainqueur pour la première fois du Tour de France, Didier Balèze. La victoire sur les Champs-Élysées revient à un soviétique, mais pas celui que l'on attendait. Dimitri Konitchev remporte sa deuxième victoire d'étape alors qu'elle semblait promise à Abdou Chaparov, le meilleur sprinter du Tour de France. Malheureusement, à 150 mètres de la ligne, il se déporte sur la droite, c'est l'accident. Abdou Chaparov souffre d'une plaie au cuir chevelu, de l'arcade sourcilière et de multiples contusions. Très choqué, immobilisé sur la chaussée, il récupère alors qu'à quelques mètres, Miguel Indurain triomphe. L'Espagnol savoure sa première grande victoire. Il est le 4e ibérique à remporter la grande boucle. Une victoire méritée selon ses adversaires. Moi je retiendrai qu'il y a un beau vainqueur, il y a eu un beau Tour de France et que l'équipe Castorama que l'on disait au plus bas avant le Tour de France, comme gagné 2 étapes, porter le maillot jaune et fait 5 et 6e. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir de ce Tour de France pour Castorama. L'équipe de Cyril Guimard a rempli son contrat, trouvé un nouveau leader. C'est la grande révélation du Tour 91. Qu'est-ce qui vous a manqué pour être sur le podium sur les Champs-Élysées? Il m'a manqué que, bon, c'est dans l'étape de Val-Louron, il m'a manqué, j'ai fait quelques petites erreurs de jeunesse. Et si je n'avais pas fait quelques erreurs de jeunesse dans cette étape, je pense que je pouvais conserver le maillot jaune, pas jusqu'à Paris, je ne sais pas, mais disons que je pouvais rentrer dans les 3 premiers du Tour. Quelle a été votre plus grande souffrance? C'est quand j'ai perdu le maillot jaune dans l'étape de Val-Louron. Le cyclisme français que l'on disait souffrant semble relever la tête avec 5 victoires d'étape, 4 tricolores dans les 10 premiers. L'avenir s'annonce serein. Prochain objectif, les championnats du monde de Stuttgart le 25 août. Autre grand vainqueur du jour, Nigel Mansell. Comme prévu, il remporte le Grand Prix d'Allemagne de Formule 1 sur le circuit d'Hockenheim. 3e victoire consécutive pour le Britannique. L'Italien Riccardo Patrese complète le triomphe de l'équipe Williams-Renault en prenant la 2e place devant le Français Jean Alesi sur Ferrari. Senna a dû abandonner dans le dernier tour. Abandon également d'Alain Prost. À l'étranger, après 3 jours d'affrontements sanglants, la Croatie demande l'envoi d'une force d'interposition de la CEE, une république qui a dit oui au cessez-le-feu ordonné par la présidence collégiale, mais qui craint toujours les combats. Claire Sébastien. Image d'un samedi terrible en Croatie. Les hommes de Struga, un village croate, s'apprêtent à ensevelir leurs morts. Les 5 policiers croates qui tenaient le poste de police de Struga ont été massacrés par un commando de nationalistes serbes qui ont attaqué le village. Le leader des Tečnik, ces extrémistes serbes qui habitent en Croatie, refusent de laisser ce qu'ils considèrent comme sa victoire à l'armée fédérale yougoslave. Pour les habitants de Struga, c'est l'exode dans la crainte des représailles qui commence. Dans cette région de Glina, la journée d'hier est considérée comme la plus meurtrière. Depuis 3 mois que s'affrontent Serbes et Croates, on compte plus de 400 morts. Mais le pire semble à venir. C'est pourquoi, tant à Belgrade qu'à Zagreb, les politiciens jouent l'apaisement. Le Conseil suprême de Croatie a voté hier soir le cessez-le-feu immédiat. Mais dans la nuit, plusieurs villages croates ont été attaqués par des nationalistes serbes. Le président yougoslave, Stipe Mesic, demande l'envoi d'une mission d'interposition de la CE pour assurer le maintien de la paix dans son pays. Michel Creton, vous avez suivi cette actualité, ces affrontements sanglants depuis des semaines en Yougoslavie? Oui, je suis atterré, quoi. Je suis atterré de savoir que des ethnies puissent s'opposer. Je suis atterré de savoir que des hommes d'un même pays, d'une même région, puissent se battre et ça se transforme en fait en guerre civile. C'est une chose monstrueuse, quoi. J'avais suivi avec beaucoup d'intérêt, j'avais été rédacteur en chef à l'époque à RTL sur la Roumanie, et tous ces problèmes qui sont ces problèmes de guerre intestine dont on ne sait absolument pas d'où viennent les pétards parce qu'il y a des manipulations. J'ai toujours beaucoup de recul avec un avis parce qu'on ne sait jamais qui manipule qui, mais quand on voit ces déchirements et ces morts, on pense toujours avec beaucoup de peine que souvent, et c'est ce que j'essaie de faire, j'essaie de donner un peu de vie et de bonheur à des êtres oubliés, et je vois qu'autour de chez nous aussi, les êtres ne savent pas être sereins.
Nous y reviendrons dans quelques instants. Les négociations pour la paix au Proche-Orient, alors que James Baker est attendu dans quelques jours à nouveau à Jérusalem. Le cabinet israélien s'est réuni ce matin. Son objectif, apporter une réponse au plan de paix américain. Dernières informations réunies par Joël Hazard. Le gouvernement israélien affichait ce matin un air de détente, car si l'on en croit la radio israélienne, les dernières propositions américaines laissent à l'État hébreu une latitude souhaitée. Pour contourner l'obstacle de la représentation de Palestiniens de Jérusalem-Est à la conférence de paix, Washington aurait avancé plusieurs formules de compromis. Le gouvernement israélien pourrait opter pour la formule américaine suivante. Les Palestiniens acceptent de ne pas faire figurer de résidents de Jérusalem dans la délégation arabe. En échange, Washington s'engage formellement à ce que la question de la souveraineté de Jérusalem soit abordée lors de la deuxième phase de négociation, à savoir au-delà de 5 ans, une formule propre à rassurer les plus intransigeants. Pour le ministre israélien Rehavam Zeevi, Israël a dit oui sur le principe des négociations, mais à condition qu'il n'y ait pas de Palestiniens de Jérusalem ni de l'OLP. Des conditions jugées surréalistes par Yasser Arafat. Avec qui, demande-t-il, va-t-on faire la paix? Avec des fantômes? Pensez-vous, ajoute-t-il, qu'il y aura un seul Palestinien prêt à participer à la conférence sans approbation de l'OLP? Amener l'OLP à composition, un nouvel enjeu pour James Baker. Au 5e jour de régime sous l'état d'urgence, le président malgache annonce ce soir la dissolution de son gouvernement pour demain. Il se dit également prêt à dialoguer avec l'opposition. Tchernobyl, c'était il y a 5 ans, l'Union soviétique, grand pollueur international. Le fait reste d'actualité. Témoin le golfe de Finlande, de plus en plus souillé par les usines de Leningrad, qui sont situées à 300 km seulement d'Helsinki. Illustration parfaite que la pollution est devenue un problème planétaire. Reportage Claude Gleeman et Jean-Jacques Ledeuil. Si l'accident de Tchernobyl a traumatisé l'opinion des pays riverains de l'URSS, la pollution du golfe de Finlande par Leningrad constitue un problème durable pour Helsinki. 5 millions d'habitants de part et d'autre de la frontière, sans oublier les industries, l'agriculture et les déversements de la Neva. Les Russes n'épurent que 30% de leurs eaux et viennent tout juste d'autoriser les experts étrangers à enquêter sur place. Il y a de plus en plus de plancton dans la mer et ça on peut apercevoir, l'eau n'est pas si claire qu'avant. Alors il y a plus de matière organique. L'URSS, certes, intervient de plus en plus, mais loin derrière la Finlande, et il reste le problème crucial du financement, tant du traitement des eaux que de la reconversion en amont des techniques. Problème européen, comme en témoigne l'activité de la commission d'Helsinki, qui regroupe les nations concernées par la Baltique. On aurait besoin de beaucoup plus d'argent. Le budget actuellement de la Commission est de l'ordre d'1,5 milliard par an. En vérité, une somme de 1 000 milliards de dollars sur une période de 30 ans serait nécessaire. La Banque mondiale, celle des pays scandinaves, assume une part de ces dépenses. Mais qui comblera le reste alors que l'environnement devient une réalité de plus en plus contraignante à l'échelon de la planète? Michel Creton, le remède à la pollution, est-ce cet esprit civique mondial auquel appelait Paul-Émile Victor il y a quelques semaines? Est-ce qu'il faut responsabiliser davantage les gens? Mais ça fait combien d'années que Paul-Émile Victor appelle au secours? Ça fait combien d'années que des gens comme Tazieff et tous les grands de ce temps n'ont jamais été, enfin en tout cas ne sont pas écoutés comme ils le devraient? On voit cette boue monter, on voit tout à coup, je me suis arrêté sur un parking tout à l'heure, il y avait des mégots par terre, les gens vident leurs cendriers. Les bouteilles de plastique, on en voit n'importe où. C'est un civisme à retrouver. Vous savez, ce qui est terrible dans cette pollution, et je crois qu'on est pollué par... c'est valable pour ce que nous dirons tout à l'heure, c'est le silence. Tout à coup, il y a des choses qu'il ne faut pas dire ou qu'il ne faut pas faire parce qu'on va choquer un pays. Moi, je crois qu'il faut dire les choses et puis pénaliser. Surtout pénaliser. Bon, essayer d'éduquer les gens. On est sidéré de voir qu'on est en train d'emmener des générations futures vers une mort certaine. On a l'impression que les gens qui vivent actuellement sont éternels.
Ils ne sont pas éternels. Ils sont en train de construire la fin des autres civilisations. La solution n'est pas facile. Vous le dites vous-même, les cris lancés par des gens comme Paul-Émile Victor ne sont pas écoutés. Mais je viens d'entendre ce monsieur qui demandait de l'argent. C'est pas une question d'argent toujours, c'est une question de civisme, d'éducation. C'est savoir ne pas vider son cendrier parce qu'on ne vous regarde pas. C'est savoir être et convivialement vivre avec des gens. C'est pas parce qu'on vit dans un pays... Écoutez, la France, je crois que la France a essayé souvent de faire quelque chose. En tout cas, il y a eu des chercheurs. Paul-Émile Victor est un homme qui n'a cessé d'interpeller et de dire, écoutez, attention, et puis Cousteau, et puis d'autres. Puis au fur et à mesure, on se rend compte que tout ce qu'ils ont dit se réalise. Je pense que c'est en train de travailler pour les écologistes. Très bien. On reste dans l'environnement avec Brice Lalonde. Le ministre de l'Environnement persiste et signe. Il en appelle au Premier ministre pour faire avancer ses dossiers. Invité du forum RMC L'Express, il a même dénoncé tous ceux qui traînent les pieds. Brice Lalonde. Sont là pour mettre un tigre écologique dans le moteur de la France, pas pour repeindre la carrosserie en vert. Il n'y a pas longtemps, Mme Cresson a dit nettement, alors je le répète parce qu'il y avait la grève des journaux le lendemain, mais elle l'a répété ensuite devant le Sénat, mais peut-être que ça n'a pas été assez entendu. Mme Cresson a dit qu'elle avait deux priorités pour ce gouvernement, l'emploi et l'environnement. Alors, l'emploi et l'environnement. Et par conséquent, peut-être que ça n'a pas non plus atteint les oreilles de toutes les administrations, cabinets ministériels de la France. Peut-être qu'ils n'ont pas entendu suffisamment cela. Côté politique, Brice Lalonde a annoncé que son mouvement Génération Écologie serait présent aux prochaines élections. En matière d'immigration, les vraies difficultés sont devant nous, c'est ce que déclare ce matin Gérard Longuet. Pour Jean-Marie Le Pen, le président du Parti républicain vient tardivement à la soupe de l'immigration, ce sont ses propos. Jean-Marie Le Pen clôturait ce soir l'université d'été des jeunes du Front National près de Bourges, FR3 Orléans. Il n'y a pas que les beurs des banlieues qui se soient rendus à la campagne cet été. Pour les dirigeants du Front National de la Jeunesse, le château de Beaucassin en Sologne est en effet l'endroit idéal pour 5 jours studieux. L'université d'été du FNJ a planché toute la semaine sur le thème des régions en Europe ou encore sur le moyen de concilier croissance économique et mesures sociales. L'immigration, ça n'est plus le thème principal, le FNJ laisse cela à d'autres. Le calme avant l'offensive, car ce sont bien les cantonales et les régionales de l'an prochain qui mobilisent les jeunes. Une bonne cinquantaine d'entre eux, entre 18 et 25 ans, seront candidats. L'espoir de réussite pour plus tard est arrivé en début d'après-midi. Des élections encore, dans son discours de clôture, Jean-Marie Le Pen a répondu aux déclarations de Gérard Longuet, le président du Parti républicain, qui refuse l'alliance avec le Front National. Monsieur Longuet, professoral, on ne peut s'allier à une autre équipe que s'il y a confiance réciproque. Alors je vous rassure tout de suite, monsieur Longuet, la nôtre est univoquement pas du tout accordée, hein, je vous le dis tout de suite. Jean-Marie Le Pen a exhorté les jeunes à se présenter nombreux aux futures élections. Quant à sa propre candidature dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, il donnera sa réponse à la rentrée. Michel Creton, depuis plusieurs semaines, l'immigration est au centre de la bataille préélectorale. Qu'est-ce que vous en pensez ? Quand je vois à chaque fois Monsieur Le Pen, tout le monde chante la Marseillaise, alors j'espère qu'ils la savent bien et qu'ils savent surtout les paroles. Sur le thème de l'immigration. En ce qui concerne l'immigration, moi ma grand-mère est arrivée il y a 70 ans à Dos-de-Mulet en France. Elle venait d'Espagne. Et puis ma mère, donc, a été naturalisée française. Et puis de l'autre côté, mon grand-père, lui, venait d'Italie. Et je suis un croisement d'un Italien et d'une Espagnole. Et je suis très bien intégré, puisque je suis français, fier de l'être. Tout ça s'est très bien passé. Mes parents ont travaillé, mes grands-parents ont travaillé dans ce pays. Ils nous ont toujours appris une chose, c'est que ce pays est une terre d'asile, d'accueil, de travail et de liberté. Et je crois que nous sommes intégrés. Je crois qu'il faut savoir, avant de revendiquer, aussi savoir ce que sont les droits. Et la vertu de ce pays, c'est d'essayer de montrer que les droits, ça se gagne par son courage, par sa ténacité et son travail. Alors vous l'avez montré puisque vous vous battez depuis 25 ans pour défendre la cause des handicapés profonds. En décembre 88, vous avez même réussi à changer la loi puisque les centres qui accueillent les handicapés peuvent maintenant les garder après l'âge de 20 ans. Est-ce que c'est une victoire pour les familles, pour les handicapés aujourd'hui? Vous la constatez sur le terrain? C'était une victoire, et c'est une victoire parce qu'elle a été votée. Elle a été d'abord souhaitée par le président de la République. Elle a été proposée par le gouvernement et surtout, elle a été votée à l'unanimité du Parlement français. C'était un espoir extraordinaire. Aujourd'hui, sur le rapport Mestinger, nous savons que 3000 enfants
dans le premier semestre 90, ont été préservés de l'asile psychiatrique. Et la vraie situation d'injustice, elle était que des enfants polyhandicapés ou autistes, les parias du handicap, n'avaient qu'une solution, c'était de se retrouver à 3 fois le tarif dans un asile psychiatrique pour finir leur jour. Donc c'était donner droit à des gens qui n'avaient pas ce droit de vivre, ce droit à la vie, ce droit élémentaire, ce droit essentiel. Donc ce droit a été voté. Et puis vous avez des régions qui appliquent ou qui n'appliquent pas. Ce sera peut-être le thème de ce que nous allons dire tout à l'heure, mais je crois qu'avant tout, maintenant, ils sont reconnus, ils sont regardés, et ils sont regardés comme des êtres à part entière, des êtres humains. Alors, votre nouvelle bataille aujourd'hui, c'est ouvrir à Saint-Dié dans les Vosges un centre de multi-handicapés, une maison qui va mettre l'accent sur l'éducation. Alors, avant que nous en parlions, dans quelques instants, le reportage de Marc Félix et Didier Auriac qui ont rencontré des familles qui attendent impatiemment l'ouverture de ce centre. Robin, 8 ans. Pour sa mère, un enfant comme les autres, tendre, affectueux. Pour la société qui l'entoure, un être différent, étrange. Placé en hôpital de jour 3 fois par semaine, cet enfant autiste reste en marge. Avec une équipe éducative à ses côtés, tout pourrait changer. Nous, ce qu'on reproche toujours un petit peu aux hôpitaux de jour, c'est qu'on est quand même un petit peu exclus. Et puis, ils attendent toujours le désir de l'enfant pour le faire progresser. Enfin, bon, ils ont une technique... à eux, je pense qu'ils arrivent quand même à certaines choses, mais nous, on veut sûrement plus. On veut vraiment éduquer nos enfants. À Saint-Dié, un centre devait ouvrir pour répondre à ce besoin, un centre où l'accent serait mis avant tout sur l'éducation et le mélange des handicaps. Un mélange interdit par les textes selon certaines administrations qui ont donc décidé de bloquer le projet en attendant un feu vert ministériel. Si le ministère estime que par dérogation, disons disposition actuellement en vigueur, il est intéressant d'accepter une structure expérimentale, eh bien, c'est au ministère qu'il appartient d'en décider. Cela dit, il faut faire vite. 40 familles attendent l'ouverture de ce centre. Tous ces enfants ont besoin d'aide. Ils ont besoin d'être éduqués, d'être stimulés. Si on la laisse comme ça toute une journée, bon, bah, elle a les pieds qui se déforment, les mains qui se déforment, des problèmes de hanches, des problèmes de la tête qui se coince, les bras qui se déplient plus trop bien. Il y a plein de choses comme ça qui fait qu'elle a besoin d'être bougée, d'être promenée, parce que si elle ne prend pas l'air, c'est pareil, le peu qu'on va la sortir, bon, bah, elle va attraper un rhume si on ne la promène pas, si on ne lui fait pas prendre l'air. Alison, lève la tête, Alison. Dis, tu vas. Dis, Alison, lève la tête. On ne peut pas non plus, parce qu'ils sont comme ça, les laisser toute une vie comme ça, assis ou couchés. Hein. Il faut qu'ils soient motivés, il faut qu'ils soient bougés, il faut qu'on les amuse, il faut que... Ils ont le droit aussi de profiter, comme d'autres enfants, d'une autre façon, mais ils ont le droit de profiter aussi de la vie. Les enfants handicapés, on le voit, peuvent apprendre lorsqu'ils sont entourés. L'environnement, c'est important. Vous avez vu ses mains sur une harpe? Il n'a jamais appris la musique et il sait jouer. Il est autiste. Et si on lui apprend, il va s'éduquer, il saura faire quelque chose. Je vous dis ça, je découvre ces images avec vous. Ce monsieur tout à l'heure qui disait « Les textes disent en France ». Quel texte, monsieur? Quel texte, monsieur de la crame? Il y a un texte de loi qui dit la prise en charge la plus précoce possible, sans limite d'âge et de durée, tant que l'état du handicapé le nécessite. C'est une loi du 13 janvier 1989, qui s'appelle Amendement Creton, et qui a été votée à l'unanimité du Parlement. Quel texte? Il faudrait qu'on construise, qu'on fasse, mais c'est vous qui devez construire. Ce sont les organismes comme la CRISM ou la CRAM ou les gens comme ça qui doivent être... Vous savez ce que j'ai appris ce matin en m'envoyant un fax? Monsieur Evin est parti en vacances. Bon, en vacances pratiques, puisqu'il est parti hier, je crois. J'ai appris que la maison du XXIe siècle, cette maison du XXIe siècle, souhaitée par François Mitterrand, ce dossier, qui a été transmis par l'Élysée à Claude Evin ne l'a pas transmis à monsieur Bianco, nouveau ministre de la Santé.
Comment voulez-vous que les textes puissent être appliqués? Comment voulez-vous que ce monsieur de la CRAM ou monsieur de la CRISM ou les autres ou de la CREA puissent prendre des responsabilités, puisque le ministre, l'ancien ministre, ne transmet même pas au nouveau ministre de la Santé des documents qui sont des documents essentiels, ou en tout cas le pouvoir de construction. Je viens de recevoir à l'instant, en rédaction, des appels au secours d'un centre qui va fermer pour 40 enfants. Le DAS ne veut plus donner le subside à Dijon. Je viens de recevoir de grands camps du maire de Grand-Camp qui veut construire une structure. Ben, il a toutes les difficultés avec les CRISM. Bon, c'est éternellement ce problème. Alors il ne faut pas... Qu'est-ce que vous allez faire, par exemple, à Saint-Dié pour débloquer la situation? Écoutez, d'abord, je voudrais rendre un hommage à ces 40 familles qui sont désespérées et qui aujourd'hui... Vous savez, on me targue souvent... quand j'étais en colère l'autre fois, il y a de quoi parfois d'être en colère, ça me vient parce que ça fait 25 ans que je connais ce problème. Ce que je souhaite, c'est que cette maison puisse vivre. Mais 40 personnes ont été déçues, le droit. 40 enfants qui attendaient, je leur dis, cette maison, croyez-moi, je ferai tout pour qu'elle soit construite. Pour les milliers d'autres qui attendent, je dis aussi, confiance. Nous construirons quelque chose. Mais pour l'instant, il faut voir qu'il y a une perversité dans l'application. Une loi est votée, les subsides sont là, on ne donne pas la possibilité à une maison d'exister qui était prévue, soutenue par le président de la République, 16 millions débloqués par Michel Charasse, soutenu par les mutuelles françaises, 6 000 mètres carrés de terrain, vous l'avez entendu, à Saint-Dié, tout était en place, les familles attendent, tout le monde était OK, et d'un seul coup, on nous dit non, parce que cette maison est trop ambitieuse, retour aux asiles du passé. Alors je vais vous dire une chose, vous savez ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que je préconise? Il faut s'occuper des bébés phoques. C'est atroce ce que je vous dis, mais c'est vrai. Il faut s'occuper des bébés phoques, il ne faut pas s'occuper de ces enfants que vous avez vus avec cette harpe. Il ne faut pas s'occuper de ces enfants, parce que d'un seul coup, on a l'impression qu'on dérange. Alors je suis là, alors on me traite d'emmerdeur, on me traite de Don Quichotte, on me traite de Zorro, on me traite d'agité parce que de temps en temps, je rue dans les brancards. L'injustice est totale. Qu'est-ce que vous a apporté cette croisade dans votre vie professionnelle, dans votre... Que des ennuis. Que des ennuis. Moi, ça fait 25 ans. Un jour, une maman est venue me voir. Je sortais du conservatoire, je ne demandais rien à personne. Quelques jours après, une femme est venue me voir et m'a dit voilà ce qui m'arrive. Elle avait un enfant handicapé d'1 an dans les bras. Et une femme lui a dit en sortant d'un ascenseur, quand on a des enfants comme ça, on les cache. Moi, il y a 25 ans, j'ai voulu aider cette maman. Je l'aide. Cet enfant, je le soutiens et je le tiens. J'en tiens des milliers maintenant. J'ai aidé ces gens. Ce soir, je dédie cette émission et c'est votre force aussi, vous, médias, de savoir qu'au fond, le plus reculé de ce pays, il y a des enfants et des parents qui sont abandonnés. Aujourd'hui, je dis à ces parents qui ne sont pas dans les associations, qui sont seuls, vous savez ce que c'est que de vivre avec un autiste le soir quand il ne dort pas? Vous savez ce que c'est que de vivre avec un polyhandicapé en France quand on est seul, quand on n'a pas d'association? Si vous n'êtes pas dans un milieu associatif, vous êtes perdu dans la nature et vous restez avec votre gosse sur les bras. Il y a 30 000 enfants qui n'ont aucune structure. Des centaines de milliers sont guettés par la limite d'âge. Vous trouvez normal, en 1991, qu'un enfant se retrouve envoyé, déporté à l'étranger, puisqu'il y en a 2000 en Belgique, ou envoyé en asile psychiatrique sous prétexte qu'il n'y a pas de structure? Le président de la République m'a accordé 13 000 lits. Nous étions le 9 février 91 et 90 et le président de la République a souhaité qu'une politique soit donnée. Mais il faut que cette politique s'applique. Et vous êtes là, bien sûr, pour en parler. L'actualité, c'est aussi le grand chassé-croisé des juilletistes et des Haussiens sur les routes de France. Souffrance de l'automobiliste en cette période de grande migration. Souffrance aussi de ceux qui sont enfermés dans un petit espace clos sur l'autoroute. Les receveurs de péage. Hommes ou femmes, ils sont souvent victimes de l'agressivité du conducteur. Alors, comment rester de marbre? Ils viennent de l'apprendre au cours d'une formation spéciale. Reportage d'Anne Rongère et de Loïc Lemoigne. 12 ans. Merci. Une voiture toutes les 12 secondes, plus de 200 voitures par heure. 8 francs. Patrick Berthet répète des milliers de fois par jour la phrase obligatoire « Bonjour, merci, au revoir », en vain. Pour l'usager, on est plutôt une machine. Un petit panier avec un petit filet. Dure la condition du péagier dans sa cabine, car en plus des cadences, il faut supporter les sautes d'humeur des automobilistes. Lui, ce n'est rien, le râleur de base, c'est pire. Il suffit qu'il ait attendu 2-3 heures ou qu'il ait attendu qu'il y ait eu un accident, que ça a bouchonné, c'est nous, on est souffre-douleur. Et comment elle se manifeste, cette agressivité? C'est par de la monnaie par terre ou c'est par des... J'ai un collègue quand même qui s'est fait cracher dessus, moi. Il y a quand même un coin de ciel bleu dans cet univers impitoyable. C'est ici, au péage, que Patrick a rencontré sa femme.
Ils travaillent côte à côte, mais elle aussi, elle craque. Monsieur n'a jamais voulu passer dans une voie à côté, donc je suis sortie pour aller lui remettre la barrière qu'il m'avait retirée. Et il m'a dit qu'il allait me casser la figure, alors moi je lui ai dit bah, allez-y pour voir, et il m'avait attrapé par les deux bras et soulevé littéralement de terre. Comment garder la tête froide et les nerfs solides? Patrick et sa femme viennent de suivre un stage où ils ont joué le rôle d'automobilistes bougons, ronchons ou carrément agressifs. Depuis, leur attitude a changé. Quand les gens ont quelque chose sur le cœur, il faut absolument qu'ils le sortent, et donc c'est pas la peine de les interrompre, il faut mieux les laisser terminer pour pouvoir après s'expliquer. Parce que si on les coupe, on n'arrive à rien. L'automobiliste dans sa bulle, le péagier dans la sienne. C'est ça, merci. Des mains qui se tendent, mais des regards qui ne se croisent pas. Les autoroutes viennent d'éditer une BD à l'usage des enfants pour leur apprendre que le péagier n'est pas une machine. Votre réaction, Michel Créton? Ma réaction, vous voyez, la pollution, c'est ça, c'est ce manque de civisme, de gens. J'ai pris le péage tout à l'heure et moi je suis ravi quand on me dit bonjour et au revoir. Je crois que la fraternité, c'est l'amour de la différence, c'est vivre ensemble. Liberté, égalité, fraternité peut-être, mais cette fraternité, cette convivialité, il faut retrouver ces forces-là, cette force-là, se donner les uns aux autres le plaisir de vivre ensemble. Merci beaucoup d'avoir été le grand témoin du 19-20. Tout de suite, les prévisions météo de Florence Klein. Je vous retrouve à 22h10. À tout à l'heure.